l'Ukraine a militarisé l'eau. Le 26 octobre 2025 à 3H, 6-6 missiles GMLR, guidés par GPSG, tirés depuis 3 lanceurs. HIMARS ont percé le barrage du réservoir de Belgrade et en 60 secondes ont transformé une base logistique russe en un amas de ruines inondées. À 0H. 15 le 26 octobre 2025, 2 drones de reconnaissance, Elia. Saint ont dressé une image thermique précise d'un nœud logistique russe dissimulé situé sur une crête derrière un important réservoir. Les images infrarouges révélaient une forte concentration de chaleur à l'endroit où étaient stationnés le personnel et le matériel 424. 320 camions militaires, chacun chargé de 4 0 à 5 0 kg de munitions d'artillerie et 4 camions citernes KM, 5350 contenant au total 9,5 litres de diesel. Un entrepôt blindé en forme de dôme situé derrière présentait les caractéristiques d'un centre logistique de campagne de niveau bataillon pour l'ensemble du groupement Eastern Donuts. Les analystes qui suivaient la situation ont quantifié le stock plus de 264 0 kg de carburant et de munitions, soit de quoi alimenter un bataillon mécanisé pendant environ 48 heures, sans ravitaillement. Juste derrière ce nœud logistique se trouvait ce que les Russes considéraient comme un lieu sûr. Un barrage colossal retenant environ 80 milliards de gallons américains, soit approximativement 300 millions de mètres cubes d'eau. Une fois ce fait pris en compte par l'équipe de reconnaissance, la logique de l'opération changea. Le réservoir n'était plus seulement un terrain à traverser. C'était une arme qui pouvait être retournée contre l'occupant. En 15 minutes, le plan était esquissé percer le système de contrôle secondaire du barrage de Belgrade pour créer une vague dirigée vers l'aval qui inonderait le nœud logistique et empêcherait toute réparation ou ravitaillement immédiat du passage du fleuve. À 3-5-3 lanceurs. HIMARS ont été sortis de fosses camouflées dans un bois dense près de Chuhuiv. Les coordonnées transmises par le drone ont été vérifiées une dernière fois, la liaison testée puis relayées au quartier général du 6 et corps de campagne. 2 minutes après la dernière vérification des systèmes, l'ordre de tir à Mendiwa-Sun a été transmis. Le panneau numéro 2 de chaque lanceur s'est mis en position prête. Chaque équipage a confirmé les opérations selon la procédure standard. Allumage simultané. Les 3 lanceurs emportaient chacun 2 roquettes GMLR. Ces roquettes de dernière génération guidées par GPS-INS ont une portée supérieure à 150 km et une ogive spécialement conçue pour pénétrer le béton armé. Chaque ogive pesait 200 livres et utilisait un épais boîtier en acier et un noyau à charge creuse pour neutraliser des cibles structurelles renforcées. Mais depuis le décollage de 6 fusées GMLR, leur double système de navigation GPS et INS s'est initialisé, mais il ne s'agissait pas d'un simple test GPS. Au moment de franchir la frontière, le guidage GNSS a été désactivé et la navigation est passée à une solution combinant radar de profil de terrain actif et navigation inertielle, un profil de navigation optimisé pour le vol à très basse altitude en suivant le relief afin de déjouer les radars et les systèmes de défense ponctuels. Simultanément, au nord-ouest de Volchansk, un autre dispositif de leurre a été lancé. 2 drones leurre UG-22 ont décollé d'une piste d'atterrissage improvisée résistante à la chaleur. Il s'agissait de structures improvisées en mousse, composites équipées de modules d'émission RF et d'un système de brouillage actif. Leurre est à bas coût conçu pour imiter les signatures radar infrarouges et de guidage d'un missile de croisière Neptune. Le leurre Deception avait un vecteur volontairement étroit. Les UG-22 volaient entre 492 et 656 pieds d'altitude à une vitesse de 68 à 81 mph, émettant des signatures électroniques continues qui reproduisaient le profil terminal d'un missile de croisière. Les profils radar et infrarouges ont été optimisés pour reproduire la signature visuelle et électronique d'un missile Neptune. À 3H0, un radar longue portée 96L6E a détecté cette signature composite et l'a identifiée comme celle d'un missile de croisière en approche. Cette classification a déclenché le passage en mode d'engagement automatique d'une batterie Panzer S. Située à 1,2 km du nœud logistique afin de suivre le vecteur d'approche apparent. Le système de défense aérienne a pivoté tous ses capteurs et lanceurs vers le nord-ouest, précisément le couloir d'approche occupé par les leurs.
Alors que les défenses aériennes russes étaient concentrées et suivaient le leurre électronique, les 6 roquettes GMLR se sont approchées du barrage à très basse altitude, entre 148 et 197 pieds en rasant le terrain, minimisant ainsi leur exposition radar. Elles se déplaçaient à environ Mach 3, soit environ 2,0 à 282 en fa, ne laissant que quelques secondes aux défenseurs pour réagir, à environ 3 km. 1,86 mi de la ligne de tir, les algorithmes de profilage du terrain du missile optimisent les trajectoires pour des angles d'impact quasi perpendiculaires, 85 à 90 deg à la crête du barrage. Cette géométrie d'impact est cruciale pour la destruction de la structure. Les impacts quasi normaux propulsent les charges creuses et la pénétration cinétique pour provoquer des explosions et des fragmentations qui génèrent des fissures par effet de levier hydraulique, permettant à la pression interne de l'eau d'exploiter et d'amplifier les défaillances. Toutes les options défensives ont été épuisées. La batterie de canons anti-aériens avait épuisé ses intercepteurs et se trouvait dans une fenêtre de rechargement. Les éléments arrière restants ne disposaient pas de solutions d'engagement efficaces aux basses altitudes et vitesses utilisées. Un lieutenant subalterne à bord d'une cabine de contrôle Panzer S a repéré la trajectoire de l'engin et a crié l'alerte, mais a constaté que le système était incapable de réagir à temps. À 3h75, le premier GMLR a percuté la zone de contrôle du déversoir central. La première ogive pénétrante a explosé, traversant près de 10 TNM de béton armé et détonnant à l'intérieur de la structure du barrage. 2 secondes plus tard, le deuxième obus a frappé près de l'escalier de maintenance et de la salle des machines. Les frappes suivantes ont touché les axes des déversoirs gauche et droit, ainsi que les boîtiers de vannes renforcés. L'effet cumulatif fut immédiat et intentionnel. Chaque ogive transportait 90 kg d'explosifs pénétrants. 6 impacts ont concentré leur énergie sur un seul axe critique du barrage. La structure en acier et le béton précontraint ont commencé à céder sous l'effet combiné de l'explosion et de la charge hydrostatique. Un craquement métallique résonna dans la salle de contrôle. D'abord de fines fissures apparurent, puis sous l'effet de la pression, un suintement jaillit à travers la paroi de béton brûlante. En quelques secondes, un filet d'eau saignant se transforma en un torrent blanc et sinueux qui arracha des débris de matériaux. À 3 à 7014, le barrage a cédé et 1,5 secondes plus tard, la digue en amont a commencé à s'effondrer. Un mur d'eau a été libéré en aval. Des témoins oculaires et des images de reconnaissance ont capturé un panache vertical dépassant 98 pieds. Les estimations hydrologiques ont évalué le débit initial de la crue à plus de 530 millions de gallons américains, charriant de la boue des roches des fragments de béton et provoquant des ondes de choc. À 2,5 km en aval, la base logistique russe, située à la lisière nord de la forêt de Lyman, avait préparé le déploiement nocturne de personnel et de matériel. Plus de 80 soldats techniciens logistiques, conducteurs de camions-citernes manutentionnaires de munitions, dormaient sous des tentes ou se relayaient. En 5 secondes, la première vague a emporté 3 camions Euro 4320 près de la rive. Les antennes de communication et les paraboles se sont effondrées. Un module de communication mobile avec sa structure en acier a été arraché de son emplacement. Un bunker électronique a été inondé en 20 secondes. Les communications sur le champ de bataille au nord-ouest de Donetsk se sont dégradées puis interrompues. Le flux de reconnaissance diffusé a enregistré les dernières images thermiques des postes d'observation. Une vaste zone de chaleur dérivait et se dispersait. Les derniers vestiges d'un camion-citerne étaient traînés en aval moteur en flammes. L'alimentation s'est interrompue peu après. Les drones de reconnaissance ukrainiens continuaient de survoler la zone, enregistrant silencieusement les destructions et préparant le rapport stratégique qui parviendrait aux écrans de l'état-major russe dans les heures qui suivraient. Au centre de commandement du district militaire sud à Rostov, les signaux d'alerte se multiplièrent à 3h25. Les icônes représentant les drones, les véhicules logistiques et les radars avancés sont passés à « aucun contact ». Le corridor d'approvisionnement au nord de Lyman et à l'est de Slovian, un secteur qui avait connu de violents combats, la veille a brusquement disparu de la carte opérationnelle. Les rapports remontaient de la hiérarchie. Les communications avec la base arrière de Vladimir Rivka sont interrompues. Les voies d'approvisionnement sont jugées dangereuses.
Un télégramme opérationnel signale la perte totale de la base logistique en raison d'un incident hydrologique de niveau 1. Le message énumérait les pertes matérielles Huit Ural, 4320 camions militaires véhicules de commandement, 4 camions-citernes CAM, 5350 équipements de communication, stocks de munitions et hangars de drones, tous emportés ou détruits. Les premières estimations des pertes étaient préliminaires et délibérément prudentes. Le décompte était impossible en raison des inondations et des débris. Les premiers rapports de terrain faisaient état de pertes humaines d'au moins 80 personnes. Le poste d'observation Endeg 5 près de Bilaharifa a transmis sa dernière image thermique montrant une importante zone de chaleur se dispersant. La transmission s'est interrompue immédiatement après. Au front, les unités d'artillerie en attente de ravitaillement ignoraient donc que leurs arrières avaient été anéantis. Le quartier général sud de Rostov est passé en alerte tactique. Dans les 30 minutes suivant la brèche, plusieurs voiries d'approvisionnement fluvial le long des anneaux de Severki ont été signalées comme temporairement dangereuses. Les ingénieurs russes ont reçu l'ordre de procéder à des levées topographiques, à des évaluations des dégâts et à des plans de restauration provisoire. Des sapeurs équipés de matériel de pont flottant et des équipes de réparation hydromécanique ont été dépêchés depuis Chevino et les environs. Le choc hydraulique dans le chenal en aval était extrême. Les débits initiaux de 2 minutes ont dépassé les seuils de modélisation au-dessus du Isaion avec des vitesses de pointe atteignant 43,5 mph. Les structures riveraines, les routes et les infrastructures logistiques temporaires ont été détruites à hauteur de 30 à 70% sur les tronçons en aval. Le ministère russe de la Défense a demandé des images satellites et des données télémétriques supplémentaires, mais une épaisse couverture nuageuse combinée aux interférences électroniques dues aux leurres thermiques et à l'activité continue des drones tactiques a limité la disponibilité de données en temps réel exploitable. Dans les 24 à 72 heures suivantes, les unités déployées autour de Vichansk-Lyman et du nord-ouest de la Sloviane allaient être confrontées à de graves ruptures d'approvisionnement ainsi qu'à des pénuries d'obus d'artillerie, de carburant et de matériel médical. Le pontage par bateau et le transport aérien ont été identifiés comme les seules solutions immédiates, 2 options qui accroissent la pression opérationnelle et exposent les forces de la pression aérienne et au risque d'interception. Des tentatives de maintien de la logistique par le biais de petites drones de ravitaillement ont été testées depuis Belgorod, mais les limitations de débit et de charge utile ont rendu leur effet marginal par rapport à l'ampleur du matériel perdu. Si le réservoir ne pouvait être remis en état rapidement et que le niveau d'eau restait dangereusement bas, la rive sud du fleuve aux alentours de Spatalk risquait de subir des modifications géomorphologiques à long terme. Les routes, les gués et les terrains meubles seraient altérés, ce qui compliquerait la logistique des véhicules et le déplacement des engins lourds. La boue, les rochers et les débris empêcheraient le rétablissement rapide des anciens itinéraires. Les parcs automobiles, les sites de ravitaillement et les centres de drones devraient être déplacés. Les ingénieurs russes estimaient que même une remise en service provisoire d'une ligne logistique fonctionnelle prendrait de 5 à 7 jours dans des conditions favorables, une période longue, alors que les opérations de combat actives se poursuivaient. Il ne s'agissait pas d'un raid d'artillerie conventionnel ni d'un tri standard de drones. L'opération combinait des tirs de précision à longue portée, des tactiques de pénétration suivant le terrain et une tromperie électronique délibérée pour créer une arme hydrologique. En ciblant intentionnellement le groupe de contrôle du barrage avec des pénétrateurs à charge creuse et en coordonnant la diversion de défense aérienne à plusieurs niveaux, l'Ukraine a transformé un ouvrage hydraulique civil en une munition déterminante pour la campagne. Mesurée par les pertes d'équipement, les perturbations de l'approvisionnement et la paralysie opérationnelle immédiate imposée au secteur. Une seule brèche hydraulique a produit des effets destructeurs comparables à plusieurs dizaines de frappes à haut rendement contre des installations logistiques. Les principaux enseignements tactiques sont concrets et reproductibles. Identifier les nœuds de génie civil à haute valeur ajoutée dont la défaillance pourrait entraîner un effondrement logistique en cascade. L'intégration de tirs de précision à distance avec des leurres électroniques à faible coût permet de saturer ou de distraire les défenses ponctuelles, tandis que l'utilisation de profils de guidage en fonction du terrain réduit les fenêtres d'interception. Sur le plan opérationnel, la frappe a contraint le commandement russe à réaffecter des ressources du génie des moyens de pontage et des capacités de transport aérien pour effectuer des réparations
et du ravitaillement, modifiant ainsi le rythme des opérations dans tout le secteur pendant plusieurs jours. Si elles sont répétées, ces tactiques de frappe hydroélectrique imposent des coûts asymétriques à un réseau logistique qui repose sur des traversées de rivières prévisibles et des plateformes logistiques fixes. Des vulnérabilités géographiques et techniques frappantes créent un risque persistant de fragmentation soudaine des lignes russes à Donetsk et à Luhansk, sans nécessairement entraîner une attrition prolongée sur la ligne de front. Pour les commandants chargés de planifier le soutien des forces dans les zones fluviales, la brèche de Belgard constitue une étude de cas. L'infrastructure civile peut être utilisée comme une arme et les tirs intégrés associés à la tromperie électronique peuvent multiplier leurs effets. Le résumé des renseignements opérationnels, l'utilisation coordonnée de la reconnaissance par drone des munitions GMLR, guidées par GPS-INS et profilage du terrain tiré par HIM de drones leurres à faible coût pour neutraliser les défenses aériennes locales. Et une focalisation sur des impacts pénétrants quasi perpendiculaires contre les structures de contrôle et de déversoir du barrage ont provoqué une brèche catastrophique. Le résultat tactique immédiat a été l'élimination effective d'un nœud logistique de niveau bataillon. La grave perturbation de plusieurs corridors d'approvisionnement, la perte temporaire des communications dans le secteur et une pause opérationnelle pour les forces russes dépendantes de ces routes. Les conséquences stratégiques se traduisent par des coûts en temps et en ressources. Les moyens du génie. Les unités de pontage et le transport aérien doivent être réaffectés. Les approvisionnements doivent être redirigés ou transportés par voie aérienne et les unités de première ligne disposent d'options limitées jusqu'à la reconstitution des lignes. Il s'agit d'une frappe tactique précise aux conséquences à l'échelle de la campagne. Non pas à cause de la puissance explosive d'une seule munition, mais parce qu'elle a militarisé la géographie. L'approche ukrainienne était ciblée méthodique et conçue pour créer des effets en cascade sur l'approvisionnement, les mouvements et le soutien logistique. Pour les forces des deux camps opérant sur les zones fluviales, la rupture du réservoir de Belgrade sert désormais de modèle quant à la manière dont l'interaction entre tirs de précision, tromperie et hydrologie peut être exploitée et contre laquelle il faut se défendre.